19h45 à la télévision Labari, monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 7 juillet 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukel Alidoudi, Sinaseb, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger vont passer leur 112e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. Et justement, par rapport à ces dossiers, la Cour d'appel de Niamey a rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense de ces acteurs de la société civile, je le disais tantôt, arrêtés le 15 mars dernier à Niamey. Une décision qui a suscité la réaction de l'acteur de la société civile, Moussa Tchangari. C'est dans ce reportage signé par Hassan Saleh Mustafa. C'est les images de Sadou Doumi. Après avoir passé près de 4 mois de détention dans les maisons d'arrêt de la région de Tilaberi, les 3 acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halid de la CNT, Mek Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournant la page, vont encore rester en prison. La demande de mise en liberté provisoire introduite par leurs avocats a été rejetée ce mardi 7 juillet 2020 par la Cour d'appel de Niamey. Une décision qui ne surprend guère les membres du cadre de concertation et d'action de la société civile. Ça a été déjà rejeté plusieurs fois, cette demande-là, 2 ou 3 fois, et cette fois-ci encore, donc la Cour d'appel, la chambre de jugement, ou je ne sais pas comment ça s'appelle là, a décidé que nos camarades vont rester. Bon, c'est pas surprenant, mais ça reste quand même une décision qui nous déçoit énormément. Ces camarades-là, comme nous autres qui étions dans le même cas et qui avons été libérés, ces camarades n'ont rien fait qui mérite vraiment leur emprisonnement tout ce temps-là. Pour Moussa Tchangari, leurs camarades sont détenus de façon illégale en prison pendant 2 mois, car la manifestation du 15 mars dernier n'a pas été interdite. Cette manifestation du 15 mars, il est important que les gens sachent qu'elle n'a pas été interdite en réalité. Parce que l'interdiction, suivant la procédure prévue par la loi, suppose qu'on fait un arrêté d'interdiction, qu'on notifie aux organisateurs dans un délai prévu par la loi. Ça n'a pas été le cas. Jusqu'au 15 mars au matin, il n'y avait pas un arrêté d'interdiction. Et c'est un peu avant, effectivement, il y a eu ce fameux communiqué du Conseil des ministres qui prenait prétexte donc de la situation de la pandémie pour dire que toutes les manifestations susceptibles de regrouper plus de 1000 personnes sont interdites. Tout en déplorant cette façon de traiter le dossier de leurs camarades, Moussa Tchangari réaffirme la détermination des structures de la société civile nigérienne à poursuivre la lutte pour défendre les intérêts du pays. On ne va pas juste s'indigner, il faut agir. Et Inch'Allah, ceux qui pensent que ça va casser notre élan vont voir que tout ça ne peut que nous conforter et nous pousser à être encore plus fermes dans notre combat. Et donc notre combat va continuer, Inch'Allah. Depuis 2018, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile avait organisé plusieurs manifestations dans le cadre des journées d'action citoyenne Jacques pour dire non aux mesures incluses dans la loi des finances 2018 jugées antisociales par cette organisation.
À la suite de ces manifestations, les principaux leaders du cadre, à savoir Nuh Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et plusieurs autres manifestants ont été arrêtés et incarcérés dans les maisons d'arrêt de la région de Tillabéri où ils étaient gardés pendant plus de 4 mois pour certains et 6 mois pour d'autres. Je vous rappelle que vous pourrez suivre la réaction des représentants de l'opposition au sein du comité ad hoc chargé de réviser le code électoral et le règlement intérieur du CNDP. Soumana Sanda et Koroné Massani ont répondu au Premier ministre, président du CNDP. Ça serait en partie un magazine de cette édition. La levée de voile sur l'affaire de détournement au ministère de la Défense a mis à nu une pratique ancrée dans les mœurs politiques de notre pays. Comment faire pour se débarrasser du mal une fois pour toutes? Élément de réponse dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guissou. Le Niger est un grand pays. Malheureusement, ce qui se passe actuellement dans la gestion des affaires de l'État n'honore pas le pays tant sur le plan national qu'international. En plus d'être régulièrement le dernier pays de la planète en termes d'indice de développement humain, voilà que le Niger, du fait de l'incompétence et de la négligence des autorités, est en train de se construire une image complètement négative qui est celle d'un pays de voleurs. Une sorte de démocratie de voleurs a pris place dans notre merveilleux pays, au point de détruire les uns après les autres les repères moraux. La révélation du détournement de deniers publics au ministère de la Défense est le point culminant du dévoilement du mal qui a étouffé le pays depuis la conférence nationale. La morale est malade dans notre pays au point où le vol de deniers publics est devenu le sport favori des gens nommés pour gérer les plus hautes affaires de l'État. Pendant que tout va de travers dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité, on vole dans les caisses de l'État. Et tenez-vous bien, pas en termes de millions, mais en termes de milliards. Pratiquement tous les détournements et toutes les malversations depuis 1993, à la sortie de la conférence nationale, à la suite des travaux réalisés par la commission Crème et Abus, en passant par le régime de la cohabitation, puis le régime de Barré, puis le régime de Wanké, puis le régime de Tanja, etc., etc. Toutes les pertes d'argent subies par le Niger se situent autour de 72 milliards. Le Niger a perdu 72 milliards au moins 5 fois. On a mis des commissions qui ont identifié des gens qui ont détourné cet argent. On a demandé à certains de rembourser. Mais faites-moi confiance, si je vous le dis, personne n'a remboursé. Et personne n'a été emprisonné. La commission Crime et Abus, à la suite de son travail, elle n'a fait emprisonner personne. Commission de délinquance, commission de moralisation, commission de ceci, rien. Il y a quelques milliards qui ont été peut-être remboursés, mais pratiquement pas grand-chose. Alors c'est devenu donc une sorte de culture, une sorte de tradition. Au Niger, on détourne l'argent de l'État. Et les gens qui détournent l'argent de l'État, ils deviennent aisés, ils deviennent riches. Face à cette horrible culture de vol de deniers publics, les citoyens soucieux de la marche des affaires de l'État ne sont pas indifférents. Beaucoup se demandent comment faire pour stopper ce vol à grande échelle. Comment faire pour réparer la morale tombée en panne? Il faut être sans pitié avec les gens qui détournent l'argent de l'État. Ce n'est pas normal. Je pose souvent la question suivante, même au président de la République. J'ai dit, mais la Haute-Volta, si elle a changé de nom, après certainement consultation populaire, on a demandé aux Voltaïques, comment est-ce que votre pays va s'appeler? Donnez un nom africain. Ils ont dit, ils ont trouvé le nom de Burkina Faso. Burkina Faso, il paraît que en langue germane, comme en langue mossi, Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres. C'est très bien. Mais aujourd'hui, si on vous demande quel nom on va donner au Niger, vous allez dire quoi? Le pays des hommes voleurs. Mais est-ce que c'est normal ça? Quand on était dans l'opposition avec lui,
Tout le monde sait que le président Issoufou a dit partout que lui, il est contre la corruption, il est contre le vol, il est contre le détournement de fonds, il est contre toute malversation. Et c'est pour cela que les Nigériens l'ont apprécié, ils l'ont aimé. Et nous tous, on l'a aimé. Ces gens-là, ils n'aiment pas Issoufou. Qu'ils soient du PNDS ou qu'ils soient de notre parti, quand on regarde de près cette affaire, qui c'est qui est trahi? Le pays est trahi, mais c'est surtout le président Issoufou qui est trahi. De toujours souhaiter à ce que justice soit faite. Que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, qu'ils soient ministres, qu'ils soient membres des cabinets des ministres, qu'ils soient fonctionnaires des ministères, qu'ils soient commerçants ou qu'ils soient autre chose, il faut les sanctionner. Tous tant qu'ils sont. Même s'il faut les juger, les arrêter et même les pendre, il faut le faire. Moi, je suis leader du PNA Roma. Issoufou était leader du PNDS Taria. Et bien, même si je suis leader d'un parti différent de celui d'Issoufou, j'aime Issoufou plus que les gens qui sont dans son parti et qui sont des voleurs. Il n'y a pas de maladie sans remède. Le détournement du deniers public est une maladie et le gouvernement peut envisager le remède suivant qui consistera à l'élaboration d'une loi qui viendra durcir au maximum les sanctions contre les détourneurs de deniers publics et cela sans aucune ségrégation. Célébration ce jour de la 12e édition de la journée de l'élève de l'ENA sous le thème l'ENARC ressources pour l'administration publique nigérienne. Une journée organisée par l'Union des élèves de l'École nationale d'administration. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Ariata Salah et Aboubakar Assoulé. Cette ambiance marque la célébration de la 12e édition de la journée de l'élève de l'École nationale d'administration ENA. Une rencontre aux couleurs d'une fête qui vise à renforcer d'une part la cohésion entre les énarques et surtout à consolider la collaboration entre les élèves, l'administration et les enseignants de l'École nationale d'administration et d'autre part constitue la plateforme idéale pour un plaidoyer visant l'amélioration des conditions de vie et d'études des énarques. L'ENA est la sève nourricière de l'administration. C'est pourquoi j'ose espérer que nous serions à la fin de notre formation et ce, à n'en point douter, les médecins pour soigner l'administration au service de laquelle nous sommes formés. Véritable ciment pour la construction de l'administration, nous avons été formés pour la servir en toutes circonstances. Au nom de 1636 énarques, de saluer et encourager les multiples efforts de l'administration de l'ENA ainsi que ceux de la tutelle déjà consentis pour l'amélioration des conditions d'études des énarques, au nom desquels je vous remercie. Cependant, beaucoup reste à faire encore, notamment la délocalisation de l'ENA présidence, les recrutements des énarques à la fonction publique, déjà discuté avec le Premier ministre. Le directeur général de l'École nationale d'administration a dans son intervention donné quelques réponses et explications aux doléances de l'Union des élèves de l'École nationale d'administration tout en souhaitant une très belle fête aux élèves. Je voudrais, m'inspirant du discours du SG, essayer de répondre à un certain nombre de points de revendication qui ne relèvent pas à proprement parler du cabinet du Premier ministre. Vous savez que l'École nationale d'administration, c'est un EPA, un établissement public à caractère administratif qui a l'autonomie financière et la personnalité morale et juridique. À ce titre, justement, cette autonomie lui permet de recruter et des enseignants et le personnel. La question est de savoir si on a encore besoin d'un corps d'enseignants permanents comme dans les années 80, on était plus de 40. Du moment où, à l'heure actuelle, si je fais la situation, plus de 80% des cours sont dispensés par des vacataires. Parce que, effectivement, toutes les écoles d'administration s'appuient sur ces vacataires-là qui sont issus de la haute administration publique, de haut cadre de l'administration publique. C'est eux, toutes les matières professionnelles, pour l'essentiel, sont assurées par ces vacataires. Et ils sont disponibles. Deuxième point de votre revendication, le transfert justement de ce que nous appelons communément ici ENA Kilombo, qui est, je vous le dis entre parenthèses, le premier site de l'école. Le processus est assez avancé.
La directrice du cabinet en seconde de la primature a rappelé les efforts consentis par le Premier ministre pour que cette école, qui est la sève nourricière de l'administration, continue à former des cadres compétents. La journée de l'élève de l'ENA, placée cette année sous le thème l'ENARC, ressources pour l'administration publique nigérienne, démontre à suffisance le rôle prépondérant de l'ENA, que l'ENA joue et continue à jouer dans la formation des cadres de l'administration nigérienne. Mesdames et messieurs, l'ENA a pour mission la formation initiale et continue des cadres dans plusieurs domaines. Faut-il aussi le rappeler, tout récemment, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, a doté l'ENA d'un important lot de matériel informatique en vue de renforcer les capacités techniques de votre école et de vous permettre un meilleur accès à la connaissance. Et je sais aussi que d'autres appuis sont aussi en cours. Créée le 18 juin 1960, l'École nationale d'administration ENA a pour vocation la formation des cadres professionnels compétents et dévoués au service de l'administration. Voilà, comme annoncé, place à présent à la réaction des représentants de l'opposition dans le comité ad hoc chargé de réviser le code électoral et le règlement intérieur du CNDP. Très bonne réception à vous. Il se trouve qu'au cours de son intervention, il avait fait suffisamment cas du comité ad hoc chargé de réviser à l'époque le code électoral et le règlement intérieur du CNDP. L'honorable Koroné Massani et moi faisons partie de ce comité ad hoc. Dans son intervention, le Premier ministre a affirmé que nous avions, nous représentants de l'opposition, paraphé les documents finaux des travaux devant sanctionner ce comité ad hoc. Vous vous rappelez qu'à l'occasion, nous avions organisé 2 points de presse au cours desquels nous avions expliqué au peuple nigérien et au-delà à la communauté internationale toute la bonne foi et toute la disponibilité de l'opposition pour aller à un consensus sincère pour que nous puissions nous engager dans un processus électoral sérieux. Alors, la première question que nous nous posons, c'est comment pouvons-nous parapher un document final alors que nous étions partis, nous avions quitté ce comité ad hoc depuis le 1er novembre 2018. Et nous l'avions fait savoir, nous avions donné nos raisons, en disant à l'époque que les décisions ou bien les instructions que recevait le représentant du PNDS Tareya étaient différentes de la bonne foi affichée par le président du CNDP qui nous avait, à travers un arrêté, investi de cette mission. Il était évident que lorsque nous avions quitté le 1er novembre 2018, nous n'avions jamais accepté le dictat du PNDS Tareya, et je le précise, il ne s'agissait pas de toute la majorité, mais du PNDS Tareya en ce qui concerne le sort à réserver à l'article 8, à l'article 12, à l'article 80. Alors, nous avions quitté le 1er novembre. Le 3 novembre
le Premier ministre nous avait reçus à sa résidence pour échanger avec nous et décider de nouvelles orientations, parce qu'il s'était avéré que nous n'avions plus confiance à la démarche que voulait imposer le représentant du PNDS Tareya. Nous avons été rassurés et il nous a été demandé de rester à l'écoute, que le président du comité allait nous rappeler après que le Premier ministre se soit, disons, entretenu avec le bloc de la majorité pour aller vers le consensus espéré. Nous avons été rappelés le 7 novembre 2018 par le président du groupe du comité ad hoc, en l'occurrence Oumria Mamadou. Et à notre grande surprise, nous avons vu qu'en lieu et place de consensus sur les questions qui nous préoccupaient, c'était un document retraçant les propos in extenso de différents blocs. Donc on nous présentait. Sur l'article 8, le bloc de la majorité dit qu'elle n'est pas d'accord pour qu'on en change le contenu. Le groupe de l'opposition marque son accord sur le consensus trouvé avant que nous on intègre ce comité. Donc le consensus trouvé par les membres de la majorité entre eux, que les non-affiliés étaient de cet avis. Donc c'est un document comme ça qui nous avait été présenté. Nous avons dit que quelque part, il manque de bonne foi dans la démarche, dans la mesure où on ne peut pas nous opposer que le comité ad hoc mis en place devrait juste exprimer des positions individuelles et que c'est au CNDP de trancher. C'était comme si on retournait à la case de départ. Donc l'opposition, les représentants de l'opposition politique au sein du comité ad hoc n'ont jamais, au grand jamais, paraphé un document final pour la simple et bonne raison qu'il n'y était pas à la fin du travail. Alors, la question que tous les Nigériens se posent évidemment, c'est pourquoi cette sortie, après juste une réunion du CNDP. Et on se demande si ce n'est pas parce que effectivement la mayonnaise avait refusé de prendre au niveau du CNDP, parce que vous savez, les règles avaient été changées, où en lieu et place du consensus qui caractérisait toujours les travaux au sein de cet organe important, on a voulu imposer le nombre arithmétique des partis politiques. Eh bien, je crois que cette règle qu'on avait voulu imposer aux partis politiques de l'opposition, aujourd'hui le PNDS Tareya refuse que cette règle lui soit appliquée. Puisque c'est vrai, nous n'étions pas au CNDP, mais aujourd'hui tous les Nigériens sont au courant de ce qui s'est passé. Plus de 85% des intervenants avaient souhaité, avaient demandé et exigé que les élections locales soient organisées avant les autres élections. Donc je pense qu'il aurait été utile que le président du CNDP tire plutôt la synthèse des travaux du CNDP là-bas au niveau du palais des congrès, mais organiser une conférence de presse pour, disons, nous faire adosser ce que nous n'avons jamais fait, nous ne pouvons pas l'accepter, et c'est pourquoi nous avons décidé
aujourd'hui donc de rappeler ce que nous avions déjà dit au cours des 2 points de presse que nous avions eu à organiser lorsque nous avions décidé de quitter le comité ad hoc du fait justement du manque de bonne foi de la majorité, notamment du PNDS, pour qu'on aille à un consensus, pour qu'on puisse organiser des élections propres dans ce pays. Nous rappelons qu'il n'y a pas que la CENI de manière générale. La CENI a des démembrements qui aujourd'hui sont à l'œuvre et qui aujourd'hui sont en train de produire, n'est-ce pas, ces fichiers électoraux biométriques par rapport auxquels déjà les Nigériens de manière générale ont tellement d'appréhension. Donc aujourd'hui, le PNDS Tarayya veut un processus maîtrisé, un processus sous coupe réglée, un processus sans l'opposition politique, mais apparemment un processus aussi sans les alliés avec lesquels il a travaillé jusqu'ici. Mais nous devons rappeler que nous sommes dans un domaine électoral. Et dans le domaine électoral, il n'y a pas d'alliés, puisque les alliances ne sont que circonstancielles. Là, c'est le chacun pour soi. Donc c'est pourquoi au niveau de l'opposition, nous lançons un appel à tous ces alliés qui aujourd'hui se retrouvent dans la situation que nous subissons depuis belle lurette, de venir travailler à faire le combat avec nous afin que nous puissions épargner à notre pays, à notre peuple des lendemains incertains. Puisque personne au Niger ne peut accepter en 2020-2021 des élections truquées, des élections justes pour confirmer une parodie, n'est-ce pas, de consultation. Nous ne l'accepterons pas et c'est pourquoi nous avons tenu à vous en faire part afin que les Nigériens se remémorent de ce que nous avions déjà dit et qui n'a jamais été démenti. Nous avions rappelé à l'époque qu'à la résidence du Premier ministre, tout ce que nous avions dit avait été confirmé par le président du comité ad hoc, en l'occurrence M. Oumbria. Donc cette position est constante, elle n'a pas changé et les faits sont tutus, ils sont là. Jamais l'opposition politique n'a apposé des paraphes sur un document final parce que l'opposition avait quitté avant que effectivement le document final ne soit élaboré. Le président du CNDP, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a fait une conférence de presse au cours de laquelle il a dit des contre-vérités. Je pense que, avec la sagesse qui l'entoure, il ne devrait pas dire ces contre-vérités. Moi, j'ai mal au cœur d'entendre ce qu'il a dit. Mais je vais donner des informations inédites qui vont édifier les Nigériens, qui vont édifier les alliés du PNDS, qui vont édifier la communauté internationale, qui vont vous édifier, vous les journalistes. Il a dit que nous avons participé. Oui, on a participé et on l'a fait avec un seul cœur, de manière constructive. On a participé parce qu'on a l'expérience. Nous avons participé vraiment, honnêtement, à l'amélioration du code électoral parce que nous avons fait passer beaucoup d'idées. Parce que nous avons l'expérience. Maintenant, il dit que c'est uniquement à cause de l'article 8 que nous ne voulons pas participer au processus. Ça, c'est une contre-vérité. Tout à l'heure, l'honorable Souman Sanda a parlé de l'article 12. L'article 12, là, la composition de la CENI,
où il dit que l'opposition a un représentant. Dans les représentants de l'opposition, il y a un seul représentant figurant dans le bureau. Le bureau est composé uniquement d'eux. Alors que c'est le bureau qui prend la décision. La plénière aussi, elle n'est composée qu'uniquement d'eux. Même s'il y a vote, c'est eux. Maintenant, au niveau de l'article 33 et 34, la direction de l'informatique biométrique, c'est là où je dois rappeler à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous avons proposé à ce que cette direction-là soit animée par, entre autres, un représentant de la majorité, un représentant de l'opposition et un représentant des non-affiliés. Aujourd'hui, l'histoire est têtue et nous a démontré pourquoi ils ont refusé ça. Je vous demande de vous référer au dernier Conseil des ministres. Au dernier Conseil des ministres, il y a eu quelque chose d'inédit. Un cadre de la présidence qui travaille à l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, qui se trouve être un informaticien que je connais, qui était mon collaborateur en son temps. C'est lui qui a travaillé pour Gemalto, c'est lui qui a supervisé l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, il est nommé. Il est nommé. Regardez le dernier Conseil des ministres, je ne vais pas vous le dire, vous allez le regarder vous-même. Les conclusions du dernier Conseil des ministres. Nomination au titre du ministère de la Justice. Il a été nommé au niveau de l'autorité, la haute autorité, sous les données à caractère personnel. Il me connaît, je le connais, et il a été démarché par les jeunes du PNDS. Je suppose que la nomination qu'on lui a faite il y a quelques jours, c'est pour le récompenser. Mais dans tous les cas, je me réjouis aujourd'hui d'avoir fait accepter à l'opposition d'exiger que la DIFEB ait un représentant de l'opposition. Regardez bien, le président de la CENI, PNDS, la DIFEB, PNDS, le représentant de la Gemalto qui a fait l'enrôlement, qui a supervisé de l'enrôlement, PNDS. C'est pourquoi on dit toujours Soso Kadaka Kadaka. C'est quand même dramatique. Aujourd'hui, je les défie tous de me prouver qu'il n'y a pas conflit d'intérêts. Comment est-ce qu'un cadre de l'État, il travaille à l'ANSSI? Moi, je le sais. Et les gens de l'ANSSI savent que je sais qu'il travaille à l'ANSSI. Je pense que le Premier ministre, il doit regarder autour de lui. Ça, c'est une mascarade. Jusqu'à un moment donné, on a observé, nous savons qu'il faisait le travail, mais on n'a rien dit. Mais aujourd'hui qu'il a été nommé, il y a un conflit d'intérêts, il y a un problème dans ce pays. Et vous croyez que nous, on va accepter ce fichier où c'est Gemalto, Taraya, président de la CENI, il a dit des choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à ce président de la CENI? On ne peut pas. Regardez les débats qu'il y a eu au Palais du Congrès. On l'a suivi. Et même les gens qui ont participé au débat, ils ont dit que la CENI a fait une plénière. Elle a décidé que les élections locales vont avoir lieu en décembre, 13 décembre. C'est ce qu'on a entendu. Mais après, on se retire quelque part dans un coin pour décider sans associer la CENI. Et le président de la CENI prend la responsabilité d'accepter ça et venir présenter ça au Palais du Congrès. L'opposition a eu raison de demander la dissolution de cette CENI. Parce que c'est une CENI pour quelqu'un. Ce n'est pas une CENI pour le Niger. C'est la raison pour laquelle je pense que les Nigériens doivent savoir que le Premier ministre a dit des contre-vérités. Nous n'avons pas accepté de continuer de discuter avec eux. En ce qui concerne le comité ad hoc auquel j'ai participé, à cause de l'article 12, l'article 8,
l'article 34, l'article, comment on appelle, 33, l'article 13, 14, 15 et 16. Ils sont nombreux ces articles. C'est pourquoi je pense qu'il est très bon de faire le point, de dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, nous avons eu raison de ne pas avoir confiance à cet opérateur qu'ils ont concocté.